En fait, un cours d'eau, c'est pas un petit filet d'eau qui se balade sur un lit qui est bien déterminé. C'est le bazar en fait. Et une des grosses causes d'extinction de masse des espèces, c'est la destruction des zones humides partout sur le territoire. Et ça a été fait de manière systématique. On a fait disparaître 60 à 70% de nos zones humides en France. Hello, moi c'est Léa et j'aime inlassablement questionner ce qui m'entoure et montrer que l'écologie, c'est d'abord une question d'émerveillement. À travers les incroyables parcours des personnes que j'invite à mon micro, j'ai à cœur de vous parler d'amour, de quête de sens, de résilience, de liberté et d'écologie. Bref, autant de sujets qui donnent du courage et qui montrent que le monde bouge et souvent dans la bonne direction. Tout de suite, je t'invite à plonger dans ces visions du monde un peu différentes de celles auxquelles on est habitué, mais qui peuvent nous faire tellement de bien. Est-ce que vous avez déjà essayé d'imaginer à quoi ressemblaient les territoires sur lesquels on a bâti nos villes, avant qu'elles deviennent ces géants urbains? A-t-on parfois idée de toute la quantité de nature qu'on a repoussée pour pouvoir construire ces villes telles qu'elles sont aujourd'hui? C'est avec ces idées en tête que j'ai contacté Quentin Brunel qui nous explique dans cet épisode que malgré tout, la nature existe encore dans nos villes, et parfois plus que ce qu'on pense. Avec l'association des espèces par millions qu'il a cofondée il y a bientôt 6 ans, il guide et sensibilise les citadins et citadines de Lyon à toutes les espèces animales et végétales qui cohabitent toujours avec les humains. Mais surtout, au-delà de l'imagination, l'association rassemble des centaines de personnes par an autour de grands chantiers de réhabilitation de la nature en milieu urbain. Salut Quentin, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, ça va très très bien. Quel temps il fait à Lyon? Je t'avais au téléphone il y a 3 semaines, un mois, et je me souviens que tu me disais qu'il faisait assez beau, que les oiseaux chantaient déjà, donc j'imagine que là c'est le printemps, ou est-ce que vous avez eu Bon, un alors, retournement de situation? ouais, non, justement, il pleut des cordes là dehors, Ok. mais ça n'empêche pas de voir le printemps arriver, les premières fleurs du printemps sortir, et les abeilles qui vont avec, donc ça c'est plutôt chouette. Ok, trop bien. Merci pour ton temps, merci d'avoir accepté d'être là pour parler de ton projet. Moi, j'ai entendu parler de toi et des espèces par million grâce à Elodie, qui est la monteuse de ce podcast. Elle habite aussi à Lyon, donc ça me permet un petit peu d'avoir des oreilles et des yeux là-bas. Et je trouve ça super parce que j'ai l'impression que Lyon, c'est un terreau assez fertile pour tout ce qui est association, projet innovant. Enfin, je sais pas si tu as un point de vue là-dessus. Est-ce que c'est vrai, enfin, par rapport à... Bon, Lyon, c'est quand même l'une des plus grandes villes de France, mais quand même, ça bouge, j'ai l'impression là-bas. Ouais, il y a beaucoup d'associations à Lyon, il y a un vrai réseau dans tous les domaines, la santé, l'alimentation, la biodiversité. Et donc c'est super intéressant de toutes ces interactions et le fait de travailler avec des structures engagées aussi. Et en effet, les grandes villes comme ça, elles bénéficient davantage d'associations et de collectifs par rapport à des endroits un peu moins urbains, plus excentrés, quoi. Ouais, ça a l'air vraiment chouette pour ça. Alors aujourd'hui, on va parler de toi, mais aussi des espèces par million, qui est l'association que tu as cofondée. Mais avant toute chose, moi, ce que j'aime bien faire avec mes invités, c'est de leur demander de se présenter comme ils ont envie de se présenter. Est-ce que tu peux te présenter, Quentin? Ouais, moi c'est Quentin Brunel, donc je suis, comme tu l'as dit, cofondateur de l'association des espèces en millions. Je suis avant tout passionné de biodiversité. Voilà, tout me régale dans la biodiversité, dans le vivant en fait, le fait de sortir sous n'importe quel temps et de découvrir toutes les espèces avec les comportements. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me motive vraiment. Et puis au-delà de ça, essayer de toucher les gens d'un point de vue sensibilisation à la biodiversité, à leur montrer tout ce qu'il y a autour d'eux. Ça, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur aussi. Voilà, il y a pas mal d'autres éléments, mais globalement, c'est ce qui fait que je suis là avec toi sur ce podcast. Ok. Est-ce que tu as grandi à Lyon? Quel genre d'enfance aussi tu as eu? Et quand je pose cette question, c'est plutôt du point de vue, est-ce que tu as eu une enfance près de la nature ou pas forcément? Mm. Bah, je suis lyonnais de base, donc pas forcément. Mes parents ne sont pas passionnés de biodiversité, ne travaillent pas du tout dans le domaine, rien à voir. J'avais quand même ma grand-mère qui habitait en campagne et c'était là où j'allais découvrir eh ben, les petits crapauds du jardin, les oiseaux, etc. Mais je me suis tout seul et très vite passionné par la biodiversité.
voilà, comme n'importe quel enfant finalement, parce que n'importe quel enfant est intéressé de prime abord quand il soulève un caillou et qu'il voit des vers de terre dessous, voilà, ça lui fait sa journée. Et moi, c'est resté en fait. C'est ça le truc. OK, trop, trop bien. Hem, Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, ce que c'est, des espèces par million et comment ce projet-là, il a vu le jour? Quand ça co enfin, ouais, qu'est-ce que c'est la genèse de tout ça? Ouais, ben, en tant que qu'urbain et adorateur de la biodiversité, j'ai rencontré, en fait, lors de mes études, une fille qui s'appelle Victorine, qui est la cofondatrice aujourd'hui de l'association. En fait, on a partagé notre passion, commune, envers la nature et du coup, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'intéressaient à la nature, mais qui allaient plutôt dans la campagne, dans les espèces naturelles pour le voir. Et la nature en ville, en fait, si on peut appeler ça nature, c'est quelque chose qui est assez insoupçonné, de prime abord et c'est quelque chose ou en tout cas, quand on y était, quand on avait monté l'association à la base, et ben, on avait l'impression que c'était pas du tout estimé. Et c'était vraiment, voilà, on s'intéressait pas forcément à la biodiversité urbaine. Et donc, et pourtant, c'était le moyen de faire découvrir à plein de gens, de faire découvrir le fait qu'il y a, oui, quand tu sors de chez toi, enfin, peu importe où tu es, même en plein centre de Paris ou de Lyon, et ben, tu as au moins 10 espèces d'oiseaux, tu as au moins une centaine d'espèces, etc. Et donc, il y avait cet enjeu, en fait, avec Victorine, de reconnecter les habitants et habitantes par rapport à leur cadre de vie, à leur environnement. Et puis aussi de changer un petit peu ce paradigme de la nature sauvage en partant du principe que la nature peut être partout. Et quand on se baladait en ville et qu'on voyait en fait tous ces endroits qui n'étaient pas, qui servaient à rien, enfin qui n'avaient pas Mmh. forcément d'usage et qui n'étaient pas non plus disponibles pour la nature, et ben nous, on voyait vraiment un potentiel à gagner. Et du coup, on s'est dit, bon allez, on va commencer par faire un truc simple, on va faire des petits reportages, on va montrer la biodiversité aux gens, aux habitants et habitantes. Et donc c'était tout bête, c'était vraiment une petite photo d'une fouine ou d'un hérisson qui traverse la rue pour sensibiliser. Et au fur et à mesure, on a commencé à faire des animations. Et c'est là que l'association des espèces par million, en 2016, a commencé. Voilà. OK. Donc c'est vraiment la toute genèse, hein, le début de la réflexion de l'association. Voilà, on était deux et on commençait en 2016. Voilà. Et je trouve ça hyper, intéressant ce que tu racontes là, parce que j'ai grandi moi vraiment à la campagne dans les Vosges du Nord et aujourd'hui j'habite à Strasbourg, qui est quand même une grande ville. Et c'est vrai qu'on fait cette distinction même involontaire entre le milieu urbain et le milieu rural. Et moi j'ai vraiment ce truc de il faut absolument que je rentre le week-end pour aller retrouver la nature que je vais pas du tout estimer en ville et je vais même pas, alors que je suis hyper attentive à ce qui m'entoure quand je rentre chez mes parents, c'est vrai que j'en oublie presque que ça peut encore exister, dans le milieu urbain et je me demande si c'est pas aussi lié à l'histoire des villes, le fait que, bah, dans les villes, on a quand même, il y a quand même ce processus de on a relégué la nature, la biodiversité en dehors à la base et c'est vrai que j'ai l'impression que voilà, dans certaines villes et un petit peu en France, il y a ce processus inverse de se dire: «Bah, il y a encore des écosystèmes naturels qui existent, de la biodiversité et il faut leur redonner de la place, quoi» et je pense que c'est enfin, on va en parler, mais ça doit faire, ça Mm. fait partie du processus aussi de d'adaptation au changement climatique et cetera. C'est en quelle année alors que vraiment l'association, vous l'avez montée sur pied et vous avez, commencé, comment? Du coup, alors ça c'était vraiment 2016, on a commencé à poser les statuts de l'association, mais on était encore deux avec une ou deux personnes qui nous aidaient. On finissait nos études. Et c'est vraiment en 2018 que ça a pris de l'essor. Quand on a vraiment pu enfin, commencer à être un petit peu connu, on va dire, à faire pas mal d'animations, de la découverte en plein centre-ville. On arrivait à mobiliser une vingtaine ou une trentaine de personnes en plein centre urbain pour aller voir les oiseaux, les criquets, les sauterelles, dans les espaces, d'espace vert en espace vert. Et puis c'est quand vraiment on a réalisé les premiers aménagements sur les cours d'eau, notamment le programme Gabiodive, qui consiste à restaurer des berges pseudo-naturelles en centre-ville, là où toutes les berges sont entièrement bétonnées, comme une grosse canalisation, quoi. OK. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, ça fait 8 ans, 7 ans que l'association existe. Est-ce que vous travaillez à 100 est-ce que toi, tu travailles à 100 pour l'association? Ouais, on travaille à 100% pour l'asso, Victorine aussi, et puis il y a 4 salariés aussi qui travaillent à OK. 100% pour l'asso, avec
en tout une centaine de bénévoles qui sont actifs sur les chantiers, etc. On a un Discord d'ailleurs avec environ 400 ou 500 inscrits, mais c'est des bénévoles qui sont là une fois, peut-être tous les mois ou tous les 2 mois, mais c'est déjà des gens qui s'intègrent dans l'association. Voilà, donc en fait, de bout en bout, on est quand même une grosse équipe à travailler sur ces enjeux de l'environnement. Initialement, on était deux. Maintenant, on peut dire qu'on est vraiment une cinquantaine, qu'on se retrouve assez souvent toutes les semaines pour travailler ensemble sur ces sujets-là, quoi. C'est incroyable et tu disais que dès vos débuts, vous avez quand même réussi à ouais, à mobiliser l'intérêt d'un certain nombre de personnes, donc très rapidement. Aujourd'hui, quel type d'acteurs qui vous sollicitent le plus pour vos projets, pour vos chantiers? Alors, il y a beaucoup d'acteurs différents. Il y a les communes, de manière générale, les collectivités locales, les habitants qui sont très demandeurs, les collectifs d'habitants aussi qui nous sollicitent beaucoup et souvent, et on fait en sorte que les projets émanent d'eux. Voilà, c'est vraiment l'idée aussi de l'association, c'est de faire toujours avec les habitants et habitantes. Donc, quand il y a un projet qui est porté par les habitants, on appelle ça l'accompagnement d'initiative. Eh bien, nous, c'est notre truc à nous, c'est d'essayer de les accompagner pour que leur projet se réalise s'il est en accord avec les dimensions sociales pardon, et avec la biodiversité. Et donc, à part ça, on a aussi les collectivités locales qui nous sollicitent sur les inventaires de biodiversité ou sur de l'aménagement en tant que tel. Et on fait appel aussi à des fondations parce qu'on aime bien aussi enfin, créer nos propres projets. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on va créer nos propres projets et on ne va pas forcément répondre à des commandes qui OK. sont plutôt de l'ordre des bureaux d'études, etc. Voilà. OK. Et c'est quoi du coup, ces projets que vous faites de A à Z? Les projets que vous avez en tête, c'est quel type de projet? Tu as Bah, un exemple? typiquement, l'aménagement des cours d'eau. L'aménagement des cours d'eau, en fait, on a ressenti le besoin évident pour les écosystèmes liés aux cours d'eau bah, d'être restaurés en milieu urbain. Et en fait, on a été tout de suite. Enfin, on passe devant sans conscientiser, mais c'est choquant de voir un cours d'eau qui est entièrement bétonné de part et d'autre, comme si voilà, on en avait fait une grosse gouttière. Et donc, en faisant des études nous-mêmes sur les communautés de libellules, par exemple, qu'on appelle les odonates au sens large, eh bien, on s'est aperçu que dans Lyon, il y avait une vraie coupure écologique par rapport au nord et au sud, où on retrouvait de la diversité animale et végétale. Et donc, on a porté en fait ce projet-là de restauration en inventant un dispositif capable de survivre à des crues centenaires en plein centre-ville, capable de plaire à tout le monde, de faire peu d'entretien, etc. Et donc, on a présenté ça à l'agence de l'eau à l'époque. Et donc, on a eu des premiers encouragements avec l'agence de l'eau. On a dû porter ça auprès des municipalités, métropoles, auprès des voies navigables de France. Et puis, on en a fait un projet expérimental. Et là, aujourd'hui, ça débouche sur d'autres aménagements de cours d'eau au fur et à mesure, et dans l'idée de faire 5 km de berges naturelles dans Lyon pour qu'elles soient complètement réhabilitées pour le castor, le martin pêcheur, le héron cendré et toute la faune qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas des cours d'eau. OK. Voilà, ça c'est un exemple. C'est incroyable parce que je suis en train de lire un livre, justement sur les castors qui s'appelle «Rendre, l'eau à la terre», Ouais, de Baptiste, Murizo, je crois ok, ouais. et Ah, Suzanne, il faudra que je redonnerai la référence à la fin. mm, Et justement, on se rend compte qu'en fait, tous les cours d'eau et tout ce qu'on nomme rivière, ce sont déjà des aménagements de l'homme. Qu'en fait, une vraie rivière ou un milieu rivière, c'est plein de chenaux différents, c'est plein de chemins différents. C'est pas du tout mm, un tracé linéaire. Et du coup, ça me parle beaucoup. Et en plus, dans ce livre, on parle du fait que on retrouve, alors que les castors ont subi une extermination massive durant tout le Moyen Âge, et que maintenant, au XXe siècle, il en existe de plus en plus. Les castors se régénèrent un petit peu, et il y en a beaucoup de par chez vous des castors. Enfin, c'est là mm. qu'on en trouve le plus en France, je crois. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce que cette biodiversité, elle apporte, et pourquoi les berges, les rivières et leur restauration sont importantes? Eh bien, alors, il faut savoir juste pour commencer que 90% de la vie sur Terre, donc la vie terrestre hors milieu marin, est associée aux zones humides. Donc déjà, l'enjeu de conservation, il est énorme, Hmm. sachant on a fait disparaître 60 à 70% de nos zones humides en France. Donc c'est aussi, et une des grosses causes d'extinction de masse des espèces, c'est la destruction des zones humides partout sur le territoire. Et ça a été fait de manière systématique avec la destruction des mares, mais la destruction des berges de cours d'eau.
Et comme tu disais si bien, en fait, un cours d'eau, c'est pas un petit filet d'eau qui se balade sur un lit qui est bien déterminé. C'est le bazar, en fait, c'est entre guillemets. C'est-à-dire que il y a le cours d'eau, certes, qui se balade, donc au fur et à mesure des crues et des décrues, il change de lit, hein, et puis on va retrouver au bord des zones boisées, qu'on appelle des ripisylves. On va retrouver des zones avec des hauteurs d'eau variables. Parfois, ça va faire une petite cascade qu'on appelle un radier. D'autres fois, ça va faire des zones d'eau qu'on appelle des mouilles. Et en effet, on va retrouver là-dessus des espèces ingénieurs comme le castor d'Europe. Et le castor d'Europe est une espèce qui va naturellement complexifier ses habitats et mettre le bazar, entre guillemets. Et donc, tout ça, en fait, ça devrait être logique partout en France et pas que dans les endroits les plus sauvegardés du Doubs ou d'autres espaces naturels comme ça, mais même en plein centre-ville. Il faut juste que tout le monde accepte de mettre le bazar et de changer notre regard et notre paradigme sur les cours d'eau. J'ai oublié un petit peu les questions, je me suis peut-être un peu perdu. Non, non, totalement, tu Mais répondais totalement à la question. C'est pourquoi le bazar, justement, de ces rivières est important. voilà, c'est ça. Par exemple, on va reprendre l'exemple du castor. Le castor, alors, il va pas du jour au lendemain commencer à faire un barrage sur le Rhône à Lyon. Il a pas cette capacité-là. Par contre, il va abattre des vieux peupliers. Alors, la personne qui passe devant dit: oh là là, le castor, il abat des peupliers, c'est triste. En fait, non, le peuplier, quand il sera mort sur pied, il va plaire à jusqu'à une centaine d'espèces de coléoptères qui vivent exclusivement dans le bois mort de peuplier. Et il y a certaines espèces qui sont menacées parce que la disparition du castor, sachant que le castor cache lui-même une espèce de coléoptère qui est spécifique de sa fourrure. Et donc, le peuplier, il va finir couché dans l'eau, par exemple. Il va servir de frayère pour le brochet, qui va pouvoir se développer à l'abri des autres prédateurs dans les feuilles immergées du peuplier. Le bois mort au sol de peuplier, il va nourrir le sol, ça va faire une clairière, ça va permettre à la flore herbacée, comme les élophytes, les carex, les massettes, les joncs, etc., de se développer. Donc en fait, à partir d'un micro-perturbateur, quel castor, eh ben, on arrive à avoir une biodiversité spectaculaire qui s'installe. Et donc ça, c'est le lien, c'est un peu des dispositifs en cascade, c'est un peu le lien de cause à effet. Et donc quand on enlève un maillon de cette chaîne associée au cours d'eau, eh ben, on perd une grande partie de la biodiversité. Et c'est pour ça que c'est aussi important, c'est qu'à partir des cours d'eau, c'est là où tout se passe en fait. On a la chance d'avoir une ville comme Lyon avec le Rhône et la Saône, et donc un potentiel incroyable à exploiter avec une biodiversité spectaculaire qui pourrait revenir si des mesures concrètes étaient mises en place. Voilà. Je comprends que c'est beaucoup ce que vous faites à travers la sensibilisation, de montrer aux gens que le castor, comme on l'a beaucoup vu pendant des siècles et des siècles, ce n'est pas juste un nuisible qui embête un petit peu les êtres humains. Mais en fait, enfin, les êtres humains ont tendance à le voir comme ça, alors qu'il favorise une chaîne de vie incroyable, quoi. Et, euh, et au niveau de tout ce qui est irrigation aussi, le fait de faire des barrages comme le font les castors, ça vient vraiment irriguer de manière naturelle, entre guillemets, les plaines alluviales, etc. Enfin, je trouve que c'est passionnant et j'imagine que tu peux en parler pendant des heures. Et tu parlais de vos projets autour des rivières, etc. Et tu mentionnais le Rhône et la Saône. Moi, je viens pas du tout de la région, mais j'y étais un petit peu. Par contre, c'est vrai que quand je pense à Lyon, je pense au Rhône et la Saône. Mais est-ce que, enfin, j'imagine qu'il y a plein d'autres rivières qui en découlent. Euh, il y en a beaucoup, du coup, des rivières différentes sur la métropole de Lyon. Oui, oui, il y a beaucoup de ruisseaux. Et en fait, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Voilà, on pense beaucoup aux charbonnières, à l'Iseron, aux ratiers, à des petits cours d'eau comme ça qui sont apparents. Mais il faut savoir que pendant les derniers siècles, avec les inondations à répétition, on a tout fait pour camoufler un petit peu ces cours d'eau, pour les rendre souterrains. Donc on peut être en plein milieu de la place Bellecour, enfin je dis une bêtise, hein, mais on peut être en plein centre-ville, hôtel de ville, etc., et marcher sur le lit mineur d'un ancien ruisseau. Et donc ça, c'est aussi un enjeu incroyable parce que les ruisseaux, au-delà de la simple partie biodiversité, c'est les principales artères de fraîcheur, normalement des espaces urbains, avec des fonds de ballon encaissés, etc., qui peuvent garder une certaine humidité et la restituer dans l'environnement. Et donc, partout où on peut le faire, c'est-à-dire remettre à jour ces petits cours d'eau, même s'il s'agit d'un petit filet d'eau, eh ben c'est un enjeu majeur aussi, voilà, la restauration de ces petits cours d'eau qui alimentent le Rhône et la Saône dans la métropole de Lyon.
Et justement, cette restauration des ruisseaux, des petits cours d'eau, ça favorise aussi la végétalisation et ça peut paraître ultra évident quand on y pense comme ça. Mais est-ce que tu peux, enfin, nous expliquer pourquoi cette restauration-là, elle permet de s'adapter plus correctement aux effets du changement climatique? Eh bien déjà, parlons juste simplement inondation. Un cours d'eau qui est souterrain est canalisé. Si l'eau monte lors d'une crue cinquantenaire ou centenaire, on aura des débits qui seront énormes dans une canalisation qui est restreinte. Et donc c'est là que ça peut faire des processus d'accélération de la vitesse du courant. Et donc c'est ce qui provoque en fait, avec plein d'autres facteurs, des crues très rapides qui sont assez dramatiques, aussi bien sur des pertes humaines que des pertes matérielles. Et donc, en remettant à jour ces petits cours d'eau, en leur redonnant un semblant d'espace, parce qu'on est quand même contraint par l'espace urbain, mais même une cinquantaine de mètres de part et d'autre, avec un petit cours d'eau qui serpente au milieu, eh ben, on va permettre justement de faire en sorte que le niveau ne monte pas trop vite et qu'il soit régulé, euh, parce que le cours d'eau doit pouvoir prendre de l'espace. Et c'est pareil pour tous les cours d'eau. En plus de ça, les 50 mètres de part et d'autre qu'on va désimperméabiliser pour lui redonner vie, eh ben, c'est tout autant d'espace vert qu'on va pouvoir redonner aux riverains et aux riveraines, et donc avoir en fait des zones de fraîcheur, de tranquillité, et donc pour les humains, mais aussi pour la faune, parce qu'un cours d'eau est linéaire, donc c'est-à-dire qu'un cours d'eau permet à la faune de partir hors ville et d'aller jusqu'au centre-ville, juste en se baladant le long des cours d'eau. Les rares cours d'eau qu'on observe encore qui sont non artificialisés à Lyon, il suffit de mettre un piège à déclenchement automatique photographique pour observer que le renard, le sanglier, le chevreuil, la fouine, même la martre des pins, ils passent. C'est pas une question de vide, c'est une question d'opportunité. Et donc, les cours d'eau sont aussi des très bonnes manières de reconnecter les boisements et les rivières entre eux, enfin les habitats entre eux de manière générale en ville. Ok, moi je suis toujours surprise, même à Strasbourg, des fois d'entendre qu'on ait pu voir un renard ou enfin, ce genre d'animal dans la ville, quoi. Et je trouve ça assez juste ce que tu dis, c'est des opportunités qu'on crée ou pas de laisser de la place à la biodiversité et aux vivants non humains. La dernière fois, quand on était au téléphone, tu m'avais dit que certaines communes de la métropole de Lyon vous sollicitaient aussi pour faire des inventaires d'espèces. Enfin, qu'est-ce que vous recensez comme animaux? Est-ce que vous avez des surprises positives, négatives? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ces inventaires que vous faites? Ouais. En fait, on fait beaucoup d'inventaires, donc je vais avoir du mal à te dire tout ce qu'on fait, mais je peux te présenter quelques missions, entre guillemets, qui nous sont. On travaille notamment avec la métropole sur cette dernière, et une fondation qui s'appelle Le Poids du Vivant. C'est l'inventaire, en fait, des espèces qui sont saproxyliques. Je sais pas si ça te parle. Non, pas du tout. Saproxyliques, ce sont les espèces qui sont associées au bois mort. En fait, il faut savoir que ces espèces-là, donc ça peut être par exemple un tout petit coléoptère ou ça peut être le pic noir, qui est totalement associé au bois mort dans les forêts, qui est un peu plus, voilà, qu'on a plus de tendance à reconnaître qu'un des petits coléoptères. Tout ça, en fait, c'est 25% de la biodiversité forestière et c'est 5% de la vie terrestre. C'est-à-dire que si on enlève le bois mort dans une forêt et les habitats qui y sont associés, eh bien, on perd énormément, donc des milliers d'espèces. Et donc pendant très longtemps, en fait, on a entre guillemets rangé un peu la forêt et on a très vite détruit le bois mort et les arbres qui étaient vieillissants, dépérissants, etc. Et en ville, quand on a commencé l'association, on s'est aperçu en fait qu'il y avait des espaces verts où il y avait plein de choses. Il y avait de la gestion différenciée, on pouvait voir des fleurs au sol, il y avait des très jolis arbres. Par contre, le moindre arbre qui était pas forcément en bonne forme, il était supprimé. C'est un problème parce que c'est dans un arbre qui n'est pas en bonne forme qu'il y a le plus de biodiversité, même 4 fois, 5 fois plus que dans un arbre sain. Et donc, on a commencé en fait à faire un état initial de la biodiversité sous le prisme des coléoptères saproxyliques. Alors, on parle la plupart du temps, c'est le lucane cerf-volant avec ses grosses mandibules. Je sais pas si tu Ouais. vois. Ça, c'est le plus gros qu'il y a en France avec le grand capricorne. Mais en fait, ce sont des espèces qui sont des très bons indicateurs de la qualité des boisements. En allant un petit peu découvrir dans le bois mort, dans la canopée des arbres, dans les cavités avec du terreau accumulé, même en plein centre-ville, eh ben on a trouvé au fur et à mesure des espèces qui sont listées comme indicatrices des forêts primaires d'Europe et des espèces très menacées, en danger critique d'extinction, par exemple, sur les listes rouges. Et tout ça parce que on a malgré tout en ville, les humains ont sanctuarisé quelques gros arbres
qu'ils ont taillé très fort, donc ils ont reproduit involontairement des tempêtes ou des brisures d'arbres qui ont créé des cavités et qui ont permis à ces boisements urbains de ressembler de très près à des boisements matures de forêts primaires d'Europe. Alors qu'on pense que toute la biodiversité devient complètement homogène dans toutes les villes, eh ben, il se peut qu'on trouve des petites merveilles comme ça et des espèces à très fort enjeu de conservation. Euh, voilà, c'est en plein centre-ville. Donc ça, c'est juste un exemple pour dire on est toujours surpris de la capacité d'adaptation et de survie des espèces en cœur urbain, quoi. Vraiment, c'est le... Ok, c'est hyper enthousiasmant et positif ce que tu nous racontes là. Ça me donne envie d'aller voir de plus près ce qui se passe dans les parcs ou les endroits plus végétalisés à Strasbourg. De manière générale, Lyon, c'est une ville euh, qui est plutôt bien végétalisée ou il y a du boulot encore, j'imagine. Euh, il y a toujours du boulot, entre guillemets. Je pense que c'est le fait de la plupart des villes de France, quand on regarde les villes d'Europe du Nord ou d'Allemagne, on voit que la végétation, elle a vraiment été travaillée depuis des années et des années. Honnêtement, la ville de Lyon ne se porte pas trop mal. Alors, il y a quelques grands parcs qui relèvent la note, entre guillemets, comme le parc de la Tête d'Or, etc. Mais là, de plus en plus, et je pense que c'est aussi le fait du dernier mandat, c'est totalement factuel et objectif, eh bien, là, on voit vraiment des zones qui ont été végétalisées en centre-ville, là où la végétation est très compliquée. Ça va être des plates-bandes ultra serrées dans une ruelle au niveau du vieux Lyon, etc. Et tout ça, en fait, mis bout à bout, eh ben, ça fait qu'on arrive à avoir un centre-ville qui est plus vivant d'un point de vue purement de biodiversité. Et là, on retrouvait quelques pigeons et quelques autres espèces comme la corneille noire. Et ben, on arrive à voir la mésange qui commence à se nourrir des pucerons et d'autres espèces qui viennent petit à petit coloniser l'espace urbain avec ces tout petits timbres-postes. Donc, c'est vraiment des toutes petites zones qui, mis bout à bout, forment une espèce de petite continuité écologique pour des espèces assez mobiles capables de coloniser le centre-ville. Je ne sais pas si je suis peut-être un petit peu loin pour celle-ci, mais Ouais, je ouais, trouve non, que, c'est. Ouais. voilà, je trouve que la ville de Lyon est quand même, on va lui laisser le fait qu'elle est un bon exemple en termes de végétation de l'espace urbain. Ok, c'est hyper hyper intéressant. Et tu parles beaucoup de restauration depuis avant. Euh, et je crois qu'il y a une différence entre tout ce qui est restauration et les actions de renaturalisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Ouais. la différence? En fait, il y a la renaturation. Donc là, c'est vraiment on va dire, on va prendre ça en entonnoir. Ça, c'est, on renature la biodiversité et ses grands fonctionnements écologiques. Donc, ça va être le retour des grands prédateurs. Ça va être, pourquoi pas, en Europe, un plan de sauvegarde et de réintroduction de bisons d'Europe, etc. Moi, c'est comme, ou la renaturation d'un cours d'eau. Ça voudrait dire casser tous les barrages et redonner un profil et une dynamique complètement naturelle au cours d'eau. C'est comme ça que j'entrevois la renaturation. Ça veut dire voilà, le retour à des fonctionnalités originelles, presque. Hmm. Tandis que la restauration, bon, alors ça c'est peut-être que les scientifiques vont me tailler quand je vais dire ça, mais en tout cas c'est notre approche dans l'association. Je pense que c'est assez ambigu encore, de toute façon comme terme. La restauration, ça va être voilà, on va prendre ce qui est à apprendre, mais on va restaurer des niches écologiques qui sont fonctionnelles à certaines espèces, même si on ne remet pas complètement en question la dynamique globale du cours d'eau, pour rester sur la thématique des cours d'eau. Et moi, j'aime bien parler plutôt en ville de réhabilitation, parce que c'est encore le programme du dessus. C'est-à-dire qu'on reste dans un cadre urbain. Et donc, réhabilitation, ça veut dire, en gros, réhabiliter une zone pour qu'elle puisse être accessible, enfin, elle puisse être colonisée naturellement par la biodiversité. Par exemple, un cas concret qu'on a fait avec la SNCF, c'est qu'ils ont énormément de zones qui sont pas utilisées, qui sont souvent bétonnées ou alors gérées d'une manière assez intensive. Eh bien, le fait de déstructurer une dalle et de semer par-dessus, bah, ça, c'est de la réhabilitation. Parce que du coup, on va réhabiliter une friche favorable aux pollinisateurs et à d'autres cortèges d'espèces comme les reptiles, etc., dans un endroit qui, de toute façon, est très anthropisé. Et renaturation et pas renaturalisation alors. Ouais, Et, de toute façon, c'est les mots complexes, c'est les mots tiroirs, quoi. Les mots valises. et c'est quoi le projet de réhabilitation que vous avez pu faire depuis toutes ces dernières années qui t'a, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a un projet qui t'a particulièrement enthousiasmé ou marqué ou Mm. qui pour toi symbolise un peu une espèce de victoire
depuis que vous avez créé l'association? Je suis en train de réfléchir à mon top one, mais c'est vrai que pour rester encore dans les cours d'eau, parce que ce qui est intéressant avec les cours d'eau, c'est que c'est rapidement colonisé quand on aménage. Ouais, je dirais les projets Gabiodive et le projet qui a été fait à la Mulatière, donc pile poil à la pointe de la confluence de Lyon sur la droite, ça a été vraiment ultra sympa à suivre et à réaliser. Voilà, parce que c'est sur des grands linéaires, mine de rien, ça représente 350 mètres le long de la Saône, juste avant qu'elle se jette sur le Rhône, dans le Rhône. Et en fait, à peine on finit l'aménagement, donc la végétation elle est en plein soleil, les pieds dans l'eau, donc on part d'une dalle de béton inerte une espèce de marais avec une méga forbier, donc des développements de plantes à fleurs typiques des zones humides, et par-dessus des espèces qu'on n'attendait pas. Des dizaines et des dizaines de coléoptères qui sont typiques des galets, des berges en galets qu'on retrouve difficilement dans Lyon. Un perce-oreille, bien de rien, mais c'est pas le perce-oreille qu'on connaît, c'est un gros perce-oreille, l'Apidura riparia, qui est indicateur de la qualité écologique des cours d'eau parce qu'il ne vit que sous les galets mobiles, etc. On a différents oiseaux comme le chevalier guignette, qui est une espèce qui est vulnérable sur liste rouge, donc en danger d'extinction également, et qui s'apprêtait presque à nicher sur le site. Et donc en fait, quand on revient après une dalle de béton et qu'on voit, ok, donc là il y a vraiment 250 espèces animales, parce que c'est vraiment le chiffre véridique, bah tu as l'impression d'avoir servi à quelque chose. Et tu es content que toutes ces personnes qui ont travaillé là-dedans se soient engagées, malgré les difficultés que tu as pu rencontrer d'un point de vue administratif, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Waouh, c'est incroyable. Et par curiosité, quand tu dis quasiment immédiatement, on a pu constater et observer qu'il y avait un retour de la biodiversité, ça veut dire quoi, quasi immédiatement en termes de... Ça veut, ça veut dire 2 semaines. Ah oui, ok, Ouais. hyper Ce qui est rapidement du intéressant, coup. c'est qu'en fait, quand tu recrées un nouveau milieu, dans les cours d'eau, en fait, quand il y a un passage de crue, par exemple, eh bien, il y a une mise à jour par exemple, des zones de galets, où il y a un arrachage des saules. Et ça va faire des zones de vase un petit peu exondées, comme ça. Et ça s'appelle des milieux pionniers. Et en fait, dans les cours d'eau, il y a plein d'espèces qui sont associées à ces milieux pionniers. Dans des endroits qui sont en profil canalisé, comme dans le Rhône, eh ben, il n'y a plus de dynamique. Donc en fait, il n'y a plus trop de place pour ces espèces qui sont du cortège pionnier. Et le fait de créer ces aménagements-là, eh ben, on a tout de suite cette faune, boum, qui apparaît comme si il y avait eu un petit raz-de-marée. Mais c'est très louable, enfin, c'est très intéressant pour la biodiversité. Il faut cette dynamique-là, justement. Et donc, ça fait plaisir de savoir que quand on recrée un tant soit peu cette dynamique-là, eh ben, ça revient. C'est, c'est fou de voir qu'en fait, la nature, en tout cas, végétation, biodiversité non humaine, c'est ça Mm. qui est fou de savoir qu'elle est toujours sous-jacente et prête à refaire Mm. surface. Donc c'est hyper bien. Dans tous les projets que vous faites, si je comprends bien, ou une grande partie d'entre eux, vous le faites avec des habitants et des habitantes. Comment vous faites pour concrètement solliciter, mobiliser des citoyens et des citoyennes sur des projets comme ça? J'imagine que c'est de la communication, mais comment vous faites connaître et comment vous créez de l'enthousiasme aussi par rapport à ça? En fait, c'est la communication, mais je pense vraiment pas que ça fait tout la communication. C'est vrai, la chance d'être en plein centre-ville de Lyon, donc en termes de nombre de personnes, on est assez gâté, on va dire, naturellement. Mais on a très vite compris, avec Victorine et avec d'ailleurs les autres membres de l'équipe, que tout le monde n'est pas passionné de biodiversité. Et même ceux qui ont un attrait particulier, c'est pas parce qu'on leur propose un truc qu'ils viendront demain. Et donc, nous, on a voulu faire quelque chose, c'est toujours créer des bons moments. Du coup, ouais, c'est la base, en fait, je pense. Et du coup, les gens ne viennent pas forcément pour parler de biodiversité. Et d'ailleurs, si on n'en parle pas, c'est pas grave. Mais il faut quand même créer un moment, comment dire, convivial. C'est vraiment la base des choses et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc, très concrètement, ça va être des apéros bénévoles, ça va être des soirées partagées, échanges de connaissances, où les gens vont pouvoir juste venir boire un petit verre en entendant de loin parler de biodiversité. Et on sait que pendant ce moment-là, bah, peut-être qu'ils reviendront à une de nos animations. À la fin de l'heure du coup de découverte de biodiversité, il faut qu'ils rentrent chez eux et qu'ils se disent c'était dingue. En toute humilité, c'est à ça qu'on doit servir, c'est de transformer quelqu'un d'intéressé de prime abord en quelqu'un de vraiment passionné. Voilà. Et est-ce que c'est pas un petit peu comme essayer de parler comme à des enfants, parce que tu le disais très
Justement, au tout début, quand on est enfant, on a un petit peu ce point commun de tous être forcément, attirés par, bah, tout ce qui est biodiversité. Enfin, il y a cet émerveillement qui est commun chez tous les enfants. Est-ce que c'est pas un peu l'enjeu de refaire, surgir, cette flamme dans le cœur des gens? Mm. Bah, c'est exactement ça, c'est précisément ça. Le problème, c'est qu'en grandissant, on s'est fait beaucoup d'a priori, on s'est fait des cloisonnements, on se fait des phobies aussi, des peurs parfois irrationnelles. Et donc, tout ça, le faire sauter au maximum, quoi, et juste de contempler, d'être dans la contemplation et dans l'émerveillement, ouais, c'est le plus important. Est-ce que les lieux que vous restaurez, que vous reprotégez, que vous revégétalisez, ils restent comme tels longtemps après? Ou est-ce que vous observez qu'au fur et à mesure des mois ou des années après la fin d'un chantier, eh ben, bah, on a du mal à prendre soin de cette nature et ça revient un petit peu comme avant? Ou au contraire, c'est une prise de conscience et les habitants, les habitantes, la commune fait en sorte que ces états restent comme vous les avez rendus? Ça, c'est une des questions qui est centrale, c'est le devenir des espaces qu'on aménage. Et c'est vrai que c'est une question qui est complexe et qui est aussi un point de complexité vis-à-vis des administrations et des gestionnaires des différents sites. Nous, on va faire très rarement de la mise sous cloche avec des habitats qui resteront dépourvus de tout être humain. Du coup, forcément, il y aura une appropriation d'une part ou d'une autre, enfin, d'une manière ou d'une autre, de la part des habitants et habitantes. Mais c'est pas forcément incompatible. En sensibilisant, en communiquant, etc., il y a moyen que ce soit une occupation bienveillante du site qui soit pas impactante forcément pour la biodiversité. Au début, donc nous, on essaye aussi de changer un petit peu ce dogme de la nature belle, entre guillemets, qu'on imagine. C'est-à-dire que parfois, en milieu urbain, c'est plus intéressant d'avoir cassé juste une dalle de béton, de laisser pousser des graminées, et puis au bout d'un moment, il y aura quelques ronces qui vont se mettre dessus, et puis les ronces vont donner lieu à un premier boisement spontané, pourquoi pas de bouleaux ou de quelques peupliers, et puis enfin, ça va finir par un vrai boisement. Tous ces stades-là, ils sont pas forcément entre guillemets beaux dans la tête des gens et ça va faire totalement l'aspect friche et de ce que les gens ne veulent pas en milieu insalubre de leur considération en tout cas. Mais c'est ce qui est le plus important pour la biodiversité. Moi, j'aimerais bien rappeler le caractère pionnier des choses. Et donc, plutôt que d'arriver et d'avoir déjà planté des gros arbres et d'avoir délimité une surface, on va faire un semis, nickel chrome, et puis on va planter une haie déjà bien faite et bien fournie. Donc ça, c'est en fait, on n'est pas des paysagistes. L'idée, c'est juste de donner un coup de pouce à la nature, de faire ça en mode un peu low cost, on va dire, et donc d'accompagner le regard de l'habitant et de l'habitante là-dessus. Et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on a le plus de critiques, mais c'est le prix à payer pour essayer, à notre échelle, de faire évoluer les paradigmes en termes d'évolution spontanée de la nature. OK, c'est hyper intéressant et vous faites à peu près, combien de travaux comme ça, d'aménagement par an? Là, cette année, entre novembre et du coup jusqu'à mi-mars, il y en aura eu entre à peu près 40 ou Waouh, 45. pas mal. Voilà. Mais ça peut être des toutes petites zones. Ça peut être des pieds d'immeubles. On va cibler par exemple les milieux en situation de précarité. Et là, du coup, ça peut être une haie au fond du jardin avec des tout petits arbustes hauts comme ça, plantés derrière le bâtiment. On en profite pour faire une petite découverte des oiseaux et de deux trois insectes. Et en fait, c'est déjà ça. Et le fait juste d'en parler aux gestionnaires de la résidence, qui souvent est sur plein de résidences à la fois, et de dire oh, bah, regarde, là tu as du bois mort, regarde, tu as une espèce de dingue à l'intérieur. Là où tu n'as pas tondu parce que tu ne pouvais pas y accéder, regarde toutes les abeilles qu'il y a par rapport aux endroits qui ont été tondus. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire des petits, d'élargir un peu la bande non tendue. Et donc, les petits aménagements comme ça sont souvent un prétexte pour aller plus loin et faire changer les habitudes de manière générale. C'est un chantier, mais quand on peut regarder d'un point de vue chiffre, et si on calculait juste le nombre d'arbres plantés, ce serait ridicule, entre guillemets, l'impact qu'on peut avoir par rapport à l'association. Mais tout le travail de sensibilisation qu'il y a derrière et tout le travail d'exemple à reproduire, c'est aussi quelque chose qui rentre en ligne de compte pour moi. Et pour la sensibilisation en général, c'est quoi le public que vous retrouvez le plus? Est-ce que ça va être, plus des enfants que des adultes? Je sais pas, est-ce que vous voyez des fois des classes d'école ou est-ce que en général, les personnes qui se sentent le plus concernées sont déjà, voilà, des gens qui agissent déjà en faveur de l'écologie, qui ont une certaine, un certain âge ou c'est Ouais. tout confondu?
En fait, ça dépend vraiment. Il y a quelques grandes tendances quand même. C'est-à-dire, donc déjà, d'une part, on ne fait pas de public scolaire. Il y a déjà beaucoup d'associations qui font ça. Beaucoup, beaucoup d'associations. Enfin, je veux dire, et ça fait beaucoup d'animations par an. Nous, on a 10 ans en tant qu'association, un peu plus. L'idée, c'est voilà, de trouver nos propres zones et nos propres enjeux. Et je trouve que le milieu scolaire, c'est très, très important, mais c'est déjà pas mal pris en charge, on va dire. Et ensuite, il reste la partie grand public. Et dans cette partie grand public, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent pour déjà se former, qui sont déjà en effet sensibilisés de prime abord. Il n'y a pas de doute. Et je pense que 60 à 70% des gens qui viennent à l'association sont déjà intéressés par la question de l'environnement, mais qui viennent vraiment s'investir. Mais on essaye de trouver toutes les formules magiques, entre guillemets, pour essayer de toucher des gens qui ne sont pas intéressés par l'environnement. On a Mm. même un jour organisé une soirée qui s'appelle Nuisible, exprès pour attirer les gens qui détestent tout ce qui est rats, pigeons, etc., etc. Et cetera. Et du coup, notre but du jeu, c'est de trouver des formats pour essayer de choper les gens, soit qui n'ont pas les moyens de s'intéresser à l'environnement, parce qu'en fait, oui, il y a des gens qui sont en situation de précarité, qui habitent au 12e étage d'une tour, sans pied d'immeuble végétalisé. Je ne dis pas que c'est incompatible, mais qui ont quand même d'autres, pour l'instant, chats à fouetter que d'aller observer les abeilles en bas de chez eux, malheureusement pour eux. Et du coup, ça, il faut les avoir sous d'autres manières. Et donc, se poser sur un banc et commencer à papoter, boire le thé, faire des crêpes en bas de l'immeuble, eh ben, c'est un bon moment qu'on passe tous ensemble. Mais si on peut lui glisser derrière un petit mot de biodiversité, c'est tout aussi bien. En tout cas, je trouve que c'est hyper bien de se dire aussi, on va sortir enfin, de ce qu'on connaît et de vraiment juste du cœur de parler juste de biodiversité, faire des balades juste sur ça, mais vraiment de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'aller chercher des publics à travers d'autres formats. Je trouve que c'est hyper Mm. bien. Et la soirée intitulée Nuisible, je trouve ça hyper fort en vrai, parce Mm. que du coup, ça peut un petit peu, enfin, semer la confusion, mais et du coup faire venir des personnes qui ne s'attendaient pas à venir à une soirée sur ce sujet-là. Donc c'est hyper bien, je note. Oui, alors du coup, il y a la moitié qui se sont barrés au milieu parce Ah, qu'ils ok. étaient tellement. Ça avait aussi attiré les gens qui étaient en poste dans des entreprises d'ératisation ou d'extermination de toutes sortes d'animaux. Et du coup, quand ils ont vu qu'on n'allait pas forcément dans leur sens et qu'on essayait de traiter la question de l'indésiré en ville, donc nuisible dans le jargon, par d'autres prismes, et notamment la prévention et puis le fait de considérer que tout est une question de ressources, donc le gîte et le couvert, et ben, il y en a qui l'ont mal pris, quoi. Et puis c'est pas grave, au moins on aura testé ce format-là. Peut-être que sur les 15-20 qui sont venus à cette petite conférence, bah, il y en a 3-4 que ça a fait réfléchir et c'est déjà bien. Ouais, Voilà. carrément. Ok. C'est quoi vos prochains projets pour cette année à venir? Alors, il y a plein d'autres projets. Donc, il y a les cours d'eau qui continuent. Donc là, on est bloqué un petit peu par l'administration métropole, justement pour le devenir des sites. Mais on va y arriver. Il y a les projets des cours d'eau, avec 5 kilomètres prévus jusqu'à 2028. Donc là, l'idée, c'est de restaurer des berges de manière à ce que ce soit vraiment, qu'on puisse vraiment recollecter le nord et le sud du Rhône et de la Saône dans Lyon. Donc ça va être Ok. vraiment un gros enjeu, un gros projet qui nous tient vraiment à cœur, qu'on va mener avec l'agence de l'eau, notamment Rhône Méditerranée Corse. Et puis il y a quelque chose qui nous tient aussi à cœur, c'est le travail dans les hôpitaux. Et donc là, on a ciblé 4 hôpitaux publics. Mm. Et l'idée, c'est de faire des zones de biodiversité dans les hôpitaux. Ah, Et waouh. donc revoir la gestion et l'aménagement des sites et de faire en sorte que les patients comme les usagers Mm. puissent se balader dans un environnement complètement avec plein d'espèces et plein Mm. d'oiseaux, et que ces grandes surfaces, parce que c'est quand même des dizaines et des dizaines d'hectares, hein, les Mm. hôpitaux, mine de rien, C'est énorme. et que ça puisse devenir aussi bien que des endroits où on soigne les gens, on soigne aussi la biodiversité de manière générale. Ouais, Voilà. totalement. C'est la santé, l'environnement. Au final, Mm. on se rend compte très vite que c'est totalement imbriqué. Euh, Est-ce que avant qu'on termine cet enregistrement, Quentin, tu aurais je sais pas, un dernier message que tu voudrais faire passer aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, une recommandation culturelle, voilà, je sais pas, un message assez généraliste ou à faire passer? Ben, maintenant qu'on est en hiver et que les gens vont s'occuper de leur jardin et de leur balcon, etc., il y a une bonne manière de faire beaucoup pour la biodiversité, c'est de rien faire et de laisser juste un endroit comme ça pousser en libre évolution et de regarder ce qui évolue. Ça, c'est la chose la plus compliquée qu'on a du mal à mettre en place en tant qu'association, mais
Chaque personne qui daigne bien laisser un coin sauvage, c'est déjà des centaines et des centaines de mètres carrés qui sont pour la biodiversité et c'est déjà chouette. Voilà, c'est tout ce que je trouvais comme inspi pour l'instant, mais Trop, trop c'est bien. déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, bah, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui, pendant l'hiver, ont tendance à tailler, tailler, couper, etc. Alors que effectivement, c'est peut-être mieux de laisser un petit peu de sauvage dans tout ça. Oui, voilà, avec simplement 40 espèces d'abeilles qui nichent dans les tiges creuses, sèches en hiver. Et si on coupe ces tiges avant l'hiver, eh ben, elles ne sortent pas au mois de mai. C'est très simple en fait. Et ça, c'est juste sur les abeilles. Imaginez les milliers d'espèces qui dépendent de ces herbes non coupées en hiver, etc. Voilà. Ok, bah écoute, Quentin, je te remercie pour toutes ces informations ultra précieuses. Moi, ça me touche beaucoup tout ça, parce que de toute façon, tout ce qui a trait directement au vivant, ça me parle énormément. Tu as l'air en tout cas passionné par tous ces projets, et c'est juste génial de voir que, en fait, moi, ce que je retiens un petit peu de notre discussion, c'est que le vivant, il est partout, même quand on a cherché pendant des décennies, voire des siècles, à le reléguer un petit peu en dehors du règne humain, il peut ressurgir très rapidement. Donc, merci pour cette note positive et j'invite les gens qui nous écoutent à vous suivre sur les réseaux sociaux. Mm. Voilà, et je te dis à bientôt, Quentin. Merci Léa, à très bientôt. Concernant la référence du livre que j'ai bafouillé tout à l'heure, il s'agit de l'ouvrage intitulé Rendre l'eau à la terre de Baptiste Morisot et Suzanne Husky et il a été publié par les éditions d'Actes du Sud. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et si ce moment t'a plu et inspiré, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles et un commentaire sur Spotify ou à faire une story Instagram en identifiant mon compte Léa-RTAG et celui de mon invité pour qu'on puisse te repartager. J'aimerais également remercier ma précieuse monteuse Élodie Delcé pour son travail. En attendant de se retrouver, je te souhaite de continuer à écouter des podcasts du même genre et d'approfondir les enjeux évoqués dans mes épisodes. Je suis convaincue que cela fait du bien de se sentir éveillé sur toutes ces questions et d'en parler autour de soi. Alors, toi aussi, sème tes graines et vis ta vie avec du sens.